Et pour mieux ces réalités, nous accueillons Michèle Landry, qui est directrice de la chaire de recherche sur les minorités francophones canadiennes à l'Université de Moncton, et Ibrahima Diallo, professeur titulaire à l'Université de Saint-Boniface et ancien président de la Société de la francophonie manitobaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, une étude révèle donc que le français est en déclin partout au Canada. Est-ce qu'il y a un besoin de sauver cette langue, à votre avis? Les tendances montrent que le français est en déclin. Par rapport aux chiffres, c'est un déclin plutôt lent. Même, on peut voir à certaines périodes une certaine stabilité, mais c'est vraiment la proportion des francophones qui est en déclin au Canada depuis les années 60-70, en fait. Alors ça, c'est vu de façon plus globale, mais la réalité manitobaine peut être encore plus accrue, Ibrahima Diallo. Il y a une augmentation sur le plan absolu, mais il y a une baisse sur le plan relatif. Je m'explique. Le nombre de francophones a augmenté. Moi, depuis que je suis là, je le remarque très, très, très fortement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres communautés qui augmentent beaucoup plus rapidement que les francophones. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est pour cela que notre poids démographique relatif va toujours continuer à être très bas du fait de cette augmentation d'autres groupes, si vous voulez, et en même temps aussi du fait que l'immigration francophone, on a l'impression qu'elle n'a pas été prise au sérieux à tous les niveaux du gouvernement. Si on ne fait pas attention, effectivement, à terme, il pourrait y avoir des conséquences beaucoup plus désastreuses qu'on ne le pense, parce qu'il y a d'autres groupes linguistiques, il y a d'autres groupes qui viennent d'autres horizons, qui sont en plein épanouissement, parce qu'ils sont très, très, très organisés, ils ont un très, très bon système. Mais on a beau avoir des droits comme francophones, mais si on ne fait pas plus que cela, en matière, par exemple, juste accorder des visas, eh bien, on va encore être à la traîne, et ça peut être très, très déstabilisant pour le Canada. Alors, ce qui nous impose à nouveau la question des visas. Mais je vais reposer la question peut-être à Michèle Landry pour avoir son diagnostic. Elle qui connaît bien ces espaces minoritaires, d'où viendrait le problème, Michèle Landry? Oui, bien, par rapport à la proportion des francophones, évidemment, justement, c'est le poids relatif de l'immigration francophone. Alors, c'est un des grands problèmes par rapport à l'évolution des proportions. Mais évidemment, il y a d'autres problèmes. Hein. Les taux de transmission du français ne sont pas à 100%. Donc, le fait que souvent, en fait, avec les taux d'exogamie, donc les taux de couples qui ont une personne à le français et l'autre personne à l'anglais, en augmentation, mais ça fait que ce ne sont pas 100% des francophones qui transmettent la langue française à leurs enfants. Il y a aussi le vieillissement de la population francophone qui est légèrement supérieur au vieillissement de la population anglophone. Alors ici, les taux de natalité ne compense pas les taux de décès. Alors, et puis, en plus du fait que les taux de transmission ne sont pas complets, alors, évidemment, ça fait augmenter le pourcentage de personnes vieillissantes de langue française. Alors, ce sont des problèmes démo-linguistiques assez complexes, mais sur lesquels on peut quand même agir. Ibrahima Diallo, en 2022, le Canada a atteint pour la première fois sa cible d'immigration francophone hors Québec, fixée à 4,4%. On parle de 16 300 nouveaux arrivants francophones. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous parlent ou alors c'est simplement qu'il n'y a pas de compétition? Moi, on dit les chiffres, c'est des chiffres. Il faut aller au-delà de ça. Dire qu'il y a tant d'individus on a atteint, non. Je pense que je vous ai parlé en ce moment de toutes les mesures d'accompagnement. Ces gens viennent s'établir dans des communautés où il n'y a même pas de garderie pour les anglophones. Il n'y a pas assez de garderie pour les anglophones, à plus forte raison pour les minorités. On a évoqué tantôt la question des mariages exogames, on a parlé aussi de la question de l'assimilation. Si votre jeune enfant, d'ailleurs ça s'est vu au Nouveau-Brunswick, qui est une des seules provinces bilingues actuellement, si vous voulez, officiellement, où il n'y a pas de garderie francophone là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les jeunes, les mamans préféreraient amener leurs enfants dans l'école ou la garderie qui est la plus proche pour pouvoir travailler ou avoir des activités. Et c'est ça aussi quand je vous parlais des mesures d'accompagnement. Il ne s'agit pas de faire venir des gens, mais si ces gens-là viennent et qu'ils ne peuvent pas maintenir la langue dans une communauté minoritaire, eh bien, ça va faire une descente vers le bas. Et on a parlé des garderies, on a parlé aussi de toute la question de cette nouvelle immigration. Des gens, quand ils viennent ici, des francophones, ils veulent continuer à parler le français. D'ailleurs, ils exercent de très, très fortes pressions sur les institutions pour que le français soit une langue vivante. Ils vont à l'hôpital, ils ne connaissent pas l'anglais, ils sont obligés de parler en français. Donc, je pense que cette dimension-là, dont on ne parle pas souvent, juste dire que nous avons atteint tant %, ce n'est pas suffisant. Alors, Michèle Landry,
Je vais poser la question à Michel Landry parce qu'on voit bien que l'accès linguistique à ces garderies n'est pas un droit pour les francophones. Sur quel pilier faut-il donc agir une fois qu'on a constaté ces faiblesses, les familles exogamiques, le défaut de transmission de la langue ou encore une langue en perte de vitesse? Par où faut-il commencer pour faire plus urgent? Oui, bien effectivement, il faut miser sur la petite enfance, à mon avis, parce que ça va percoler sur tout le reste. Alors, même si ce n'est pas garanti un droit comme l'éducation de niveau scolaire, selon l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, on peut quand même miser sur des places de langue française en garderie. Donc, ça assure une certaine francisation des enfants franco-manitobains ou issus de longue date ou des nouveaux arrivants. Partout au Canada, en fait, la petite enfance est vraiment structurant comme établissement, comme moyen de francisation. Et puis, ça assure donc une certaine continuité scolaire au niveau scolaire. Puis l'éducation postsecondaire aussi, on le sait maintenant, selon des nouvelles études, à quel point elle est importante, même qu'elle a une incidence sur la probabilité de travailler en français par la suite. Et là, alors, ça peut prendre une mise en chantier de la loi C13 à nouveau. Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire que la loi C13 prévoit quand même des piliers, des secteurs d'intervention prioritaires. Alors, ça, c'est un aspect positif de la loi C13. Moi, j'aurais personnellement aimé qu'on parle de dénombrement des ayants droit pour qu'on puisse vraiment comptabiliser justement le nombre d'enfants qui sont dans des garderies ou des services de garde de langue anglaise, mais qui ont droit à l'école de langue française. Mais on parle plutôt d'une estimation, alors ça me déçoit un peu. Mais globalement, en ciblant certains secteurs prioritaires, c'est un pas dans la bonne direction parce que finalement, même de mariage exogame, en envoyant les enfants dans des garderies de langue française, puis ensuite dans des écoles de langue française, mais on consolide la communauté, le groupe et les compétences en langue française de ces enfants-là qui seront plus tard, justement, sur le marché du travail, qu'ils auront eux-mêmes des enfants. Donc, pour vous, tout est dans la pépinière. Ibrahima Diallo, une dernière phrase, on va conclure. Oui, je disais la pépinière ou la pouponnière, parce que c'est là où se trouve le creuset. Et n'oublions pas aussi une autre dimension, ce sont les élèves des écoles d'immersion. On a tendance souvent à les placer sous le radar. Il y a plus de 20 000 élèves qui sont dans les écoles d'immersion ici. Et en même temps aussi, et ce sont ils parlent français, leur langue maternelle n'est pas le français, comme moi, ma langue maternelle n'est pas le français. Et c'est des gens qui ont choisi, dont les parents ont choisi de les envoyer dans des écoles françaises ou dans les écoles où on parle le français et qui viennent même ici à l'université. Alors donc, moi, je dis, il y a tout un capital, disons, où on peut aller creuser, on peut aller trouver des gens, des locuteurs français qui permettent de renforcer cette francophonie-là. Et de ne pas oublier que les immigrants qu'on fait venir ici, si on n'a pas aussi des structures pour leur permettre de continuer leur vie en français, eh bien, c'est l'assimilation garantie, en tout cas pour la première génération. Voilà donc autant de chantiers qu'il faut envisager pour les prochains jours. Michel Landry, Ibrahima Diallo, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Au revoir. Merci, Michel. Voilà. Ouais.